Bienvenue dans ce cours consacré au mythe de l'antisionisme. Et ce premier cours d'introduction est consacré à l'antisionisme contemporain, une idéologie multiforme aux racines anciennes. Dans ce cours qui s'étendra sur 6 sessions mensuelles, nous nous attacherons à répertorier et analyser les thèmes majeurs du discours et de l'idéologie antisioniste pour comprendre les ressorts et les failles de cette idéologie. Nous ferons l'hypothèse que la Nakba, le Shoah business ou l'exploitation de la Shoah par Israël, ou encore Israël, État d'apartheid, ne sont pas seulement des slogans, mais qu'ils sont aussi des éléments d'une argumentation élaborée dont il importe de décrypter la logique interne et de démonter l'articulation. Après avoir replacé l'antisionisme dans son contexte historique, nous en analyserons les principales thématiques. Et pour situer un petit peu l'actualité de ce sujet, je rappellerai l'agression dont a été victime Alain Finkielkraut en février 2019, qui a permis au débat sur la nature de l'antisionisme de faire irruption dans les médias français et jusque dans les couloirs du Parlement, où il a été question de pénaliser l'antisionisme en faisant une catégorie de l'antisémitisme. Le président français Emmanuel Macron a lui-même déclaré à cette occasion que l'antisionisme était une des formes modernes de l'antisémitisme. Pour mémoire, le samedi 15 février 2019, le philosophe Alain Finkielkraut était pris à partie par un manifestant en marge d'un cortège des Gilets jaunes, violemment insulté et traité de sale sioniste de merde. Cet incident a soulevé une vive émotion en France et suscité un large débat. La nature même de l'insulte incite à la réflexion. De toute évidence, lorsque l'on traite un intellectuel juif de sale sioniste, le mot sioniste tient lieu de mots codés dont le signifiant véritable est juif. Ainsi, dans la France aujourd'hui, comme dans l'URSS jadis ou dans certains pays arabes, comme nous le verrons, sioniste est devenu, dans certaines bouches, l'équivalent de juif. C'est en ce sens qu'on a pu soutenir que l'antisionisme était la forme la plus récente de l'antisémitisme. Mais au-delà des polémiques et des affrontements idéologiques, qu'en est-il vraiment? Qu'est-ce que l'antisionisme? S'agit-il de la dernière mutation de l'antisémitisme ou bien d'un discours radical maniant slogans et insultes, ou peut-être d'une véritable idéologie qui mérite d'être analysée, étudiée et si besoin réfutée? Qu'y a-t-il de commun entre le manifestant parisien qui traite Alain Finkielkraut de sale sioniste, l'intellectuel arabe qui se dit antisioniste par conviction nationaliste ou islamiste, ou encore l'intellectuel juif assimilé qui prétend, lui, s'opposer au sionisme au nom du judaïsme? De toute évidence, il y a là des manifestations très diverses, voire totalement disparates, d'un phénomène multiforme qu'on a peine à ranger sous le même vocable d'antisionisme. La différence entre ces manifestations très variées est-elle une simple différence de degré, ou bien s'agit-il de phénomènes véritablement distincts? Prenons un exemple. Entre les deux énoncés suivants, l'Amérique soutient Israël, d'une part, et les Juifs dirigent l'Amérique, d'autre part, nous avons de toute évidence une différence de nature. Le premier énoncé, l'Amérique soutient Israël, est une affirmation factuelle, apparemment objective, qu'on peut évidemment discuter, mais qui ne contient aucun jugement de valeur. Un premier glissement sémantique s'opère toutefois lorsqu'on passe de l'énoncé « l'Amérique soutient Israël » à celui de « l'Amérique soutient toujours Israël », puis à Israël, instrument de l'impérialisme américain. Nous sommes là, toutefois, dans une simple amplification du message qui demeure, malgré tout, largement similaire. Le véritable saut conceptuel s'effectue lorsque l'énoncé précédent, Israël, instrument de l'impérialisme américain ou occidental, devient, cette fois, Israël dirige la politique américaine, ou encore, de manière plus lapidaire et radicale, les Juifs dirigent l'Amérique. Cette fois-ci,
le glissement sémantique n'est plus seulement quantitatif, mais bien qualitatif. On change de registre et pour ainsi dire de paradigme. L'historien des idées Pierre-André Taguieff définit ce procédé rhétorique qu'on rencontre très souvent dans le discours polémique, et notamment dans le discours antisioniste, comme consistant à élargir la cible de la stigmatisation. Il en donne pour exemple le passage de l'énoncé « tous les juifs sont des criminels » à l'énoncé « tous les criminels sont des juifs ». Ce procédé rhétorique est utilisé de manière récurrente dans le discours antisioniste, comme dans le discours antisémite traditionnel. On en donnera un autre exemple dans un contexte un peu différent, avec l'affirmation que tous les Israéliens sont des soldats. Cette affirmation avait servi au cheikh islamiste Youssouf al-Qaradawi, autorité sunnite proche de la mouvance des frères musulmans, pour justifier à l'époque les attentats du Hamas contre les civils israéliens. Dans ce cas précis, l'élargissement de la cible de la stigmatisation, pour reprendre l'expression de Pierre-André Taguieff, équivalait à élargir la cible des attentats, c'est-à-dire les victimes permises par le droit islamique. Le discours antisioniste a donc des conséquences tout à fait concrètes, puisque la rhétorique de la haine est mise au service de la violence politique et terroriste qu'elle justifie et qu'elle alimente parfois. Il y a donc bien, pour répondre à notre question préliminaire, une différence de degré entre ces différentes formes d'antisionisme. Alors, pour préciser le plan de ce premier cours, nous allons tout d'abord parler d'une idéologie multiforme, l'antisionisme, idéologie multiforme aux racines historiques anciennes, puis de la propagande soviétique et de l'antisionisme d'origine communiste, troisièmement de l'antisionisme arabe et musulman, et enfin de l'antisionisme globalisé actuel qui tiendra lieu de conclusion à ce premier cours. Et donc nous commençons par évoquer l'antisionisme, idéologie multiforme aux racines historiques anciennes. Comme nous l'avons dit en préambule, il est possible de distinguer plusieurs formes de l'antisionisme, plus ou moins radicales, et on en distinguera ici au moins 5. La première est la contestation de l'existence nationale du peuple juif. Historiquement, c'est la forme la plus ancienne de l'antisionisme, au moins aussi ancienne que le sionisme politique lui-même, qui trouve ses racines à la fois dans la théologie chrétienne ou musulmane. Cette dernière refuse ainsi aux juifs le statut de collectivité nationale, juif étant uniquement considéré comme une religion, mais on la retrouve aussi dans différentes idéologies politiques, comme le communisme ou l'émancipation, auxquelles les juifs ont eux-mêmes parfois adhéré et qu'ils ont reprises à leur compte. La deuxième forme d'antisionisme, qui est un petit peu le corollaire de la première, c'est la contestation du droit des juifs à constituer leur État et son prolongement logique, troisième forme de l'antisionisme, qui est la contestation de la légitimité de l'existence de l'État juif. Notons que depuis 1948, on peut difficilement s'en tenir à une contestation purement théorique du droit des Juifs à créer leur État. Car ce qui relevait avant 1948 d'un débat théorique abstrait, comme par exemple celui entre partisans et opposants du sionisme au sein même du peuple juif, relève désormais de la réalité concrète de l'existence de l'État d'Israël. Ainsi, toute contestation du droit du peuple juif à créer son État débouche presque inéluctablement sur la volonté proclamée, plus ou moins ouvertement, de mettre fin à l'existence d'Israël. La frontière entre délégitimation théorique et appel ouvert au politicide de l'État juif est ainsi de plus en plus ténue. Par ailleurs, la délégitimation débouche tout naturellement sur la diabolisation de l'État d'Israël, perçue comme la source de tous les maux de la région. C'est l'argument souvent entendu selon lequel Israël empêcherait l'avènement de la paix au Moyen-Orient, voire source de tous les maux du monde entier. Et on prendra pour exemple
l'article 15 de la charte du Hamas, sur laquelle nous allons revenir de manière très détaillée, qui affirme que, ouvrez les guillemets, le projet sioniste ne vise pas uniquement le peuple palestinien, c'est l'ennemi de la Oumma arabe et islamique, dont il menace gravement la sécurité et les intérêts, et le projet sioniste, poursuit la charte du Hamas, représente également un grand danger pour la sécurité et la paix internationale et pour la stabilité de l'humanité tout entière, fermez les guillemets. Quatrième forme d'antisionisme, c'est la contestation radicale de la politique israélienne qui sert souvent d'auparavant aux formes précédentes de l'antisionisme qu'on vient d'évoquer, selon l'argument rhétorique bien connu « je ne suis pas antisioniste, mais je revendique le droit de critiquer la politique israélienne ». En réalité, trop souvent, sous couvert de critiquer la politique israélienne, il s'agit plutôt de dénoncer l'État juif et de criminaliser sa politique. À titre d'exemple, lorsque le site internet Alterinfo, qui se présente comme un site d'information alternative, appelait il y a quelques années à manifester contre la visite du Premier ministre Benjamin Netanyahou à Paris, c'était en décembre 2017, il publie un article, donc ce site publie un article intitulé, ouvrez les guillemets, le boucher de la Palestine à nouveau invité à Paris. Et dans cet article, Alterinfo explique que le boucher des Balkans, Ratko Mladic, vient d'être condamné à perpétuité pour le massacre des musulmans de Bosnie, mais Benjamin Netanyahou, de son côté, qualifié de bourreau du peuple palestinien, est à nouveau invité par Macron à Paris, fermez les guillemets. Notons que cette expression de boucher de la Palestine n'est pas nouvelle dans le discours antisioniste contemporain, et on donnera pour mémoire l'exemple de cette caricature qui avait été publiée par le quotidien Libération en janvier 2002, en pleine intifada des banlieues, qui reprenait la thématique antisémite ancienne en représentant le Premier ministre israélien d'alors, Ariel Sharon, sous les traits d'un boucher juif kasher. Ce qui nous amène tout naturellement à la cinquième forme d'antisionisme, celle qu'on pourrait caractériser comme des accusations et les théories du complot, dirigées contre le sionisme entre guillemets, celui-ci étant perçu comme une puissance internationale, assimilant juifs, Israël et sionisme, et s'en prenant à une prétendue internationale sioniste, version actualisée de l'internationale juive. Nous sommes ici au cœur de la version la plus radicale de l'antisionisme, qui se situe elle aussi dans la droite lignée de l'antisémitisme séculaire. C'est dans cette forme d'antisionisme la plus radicale qu'on rencontrera régulièrement le procédé rhétorique évoqué précédemment, qui permet de passer sans transition d'un énoncé idéologique d'apparence rationnelle, comme par exemple « Israël est un État fauteur de guerre », à un énoncé idéologique irrationnel, caractéristique d'une vision du monde délirante ou paranoïaque, par exemple l'énoncé « Toutes les guerres sont causées par le sionisme mondial ». C'est aussi dans cette forme la plus radicale de l'antisionisme, aujourd'hui globalisé, que se conjuguent, comme nous allons le voir, les différentes sources historiques de l'antisionisme contemporain. Ainsi, le discours antisioniste radical islamiste reprend à son compte les vieilles affirmations anti-juives du Coran, et le cheikh Fadlallah, dirigeant du Hezbollah, peut expliquer que la lutte, ouvrez les guillemets, contre l'État juif que mènent les musulmans est la poursuite de la lutte ancestrale des musulmans contre le complot juif à l'encontre de l'islam. Fermez les guillemets. Alors, pour évoquer les racines historiques de l'antisionisme, qui sont multiples, je précise que nous laisserons de côté certains aspects qui déborderaient du cadre restreint de ce cours, comme l'antisionisme juif orthodoxe ou encore l'antisémitisme de Marx, pour nous focaliser sur les domaines suivants:
l'antisionisme soviétique et ses prolongements, et l'antisionisme arabe et musulman, et aussi, de manière auxiliaire, l'antisionisme chrétien au sein du monde arabo-musulman. Et nous commençons donc par évoquer la propagande soviétique et l'antisionisme d'origine communiste. Comme le rappelle Pierre-André Taguieff, l'antisionisme radical fait désormais partie des principaux marqueurs avec l'antifascisme, l'anticapitalisme et l'anti-impérialisme de l'esprit révolutionnaire tel qu'il a survécu à la chute de l'Empire soviétique et à la disqualification des régimes communistes résiduels. Cette remarque souligne la survivance de l'antisionisme, legs empoisonné d'une Union soviétique démantelée depuis plus de 30 ans, qui non seulement n'a pas disparu, mais qui a bien, au contraire, prospéré depuis lors. C'est pourquoi on ne peut comprendre l'antisionisme aujourd'hui sans analyser, même succinctement, l'antisionisme soviétique tel qu'il a été diffusé par la propagande de l'URSS pendant près de 6 décennies. Dans un petit livre passionnant intitulé « De Moscou à Beyrouth, essai sur la désinformation », publié juste après la Première guerre du Liban en 1982, l'historien de l'antisémitisme Léon Poliakov relate les différentes étapes de la constitution de l'appareil antisioniste soviétique à l'époque stalinienne. La première étape est celle du prélude à l'antisionisme stalinien, entre 1918 et 1948. En 1918, les Juifs se trouvent placés au cœur de la guerre civile, accusés d'être responsables de la révolution et massacrés par les armées blanches anti-bolcheviques. Ils sont ainsi poussés dans les bras du nouveau pouvoir. Celui-ci ne leur est d'emblée pas défavorable, rappelle Poliakov. En effet, aux yeux de Lénine, l'antisémitisme est le symbole de l'abjection bourgeoise. Dans les années 20, en URSS, les Juifs peuvent librement choisir leur nationalité, et remarquons que dans l'URSS de l'époque, Juif est en effet considéré comme une nationalité, tout comme Russe ou Ukrainien. Les Juifs peuvent aussi développer leur culture nationale, en yiddish notamment. Les choses commencent toutefois à se gâter avec le début de l'ère stalinienne. Le petit père des peuples interrompt ainsi la colonisation du Birobidjan, le fameux État juif créé aux confins de la Sibérie, à la fin des années 20, pour entamer une campagne de déjudaïsation du corps diplomatique au moment du pacte germano-soviétique en août 1939. La brève éclaircie dans les relations entre l'URSS et l'État juif naissant, avec le vote favorable aux Nations Unies de 1947, prend fin très rapidement après la fameuse visite de Golda Meir à Moscou en 1948, au cours de laquelle elle est accueillie par une foule en liesse de juifs moscovites enthousiastes. La deuxième étape dans la constitution de l'antisionisme stalinien est celle des grands procès et de l'antisémitisme d'État entre 1948 et 1953. Cette époque est marquée par les procès et par l'apogée de l'antisémitisme officiel. Arrêtons-nous un instant sur un épisode clé dans la constitution de l'appareil idéologique antisioniste à l'époque stalinienne, celui du procès Slansky. Comme le relate l'historien Léon Poliakov, la Tchécoslovaquie servit notamment de banc d'essai, et je cite Poliakov, « on prit une mesure d'ordre sémantique, géniale de simplicité, on substitua tout simplement le terme sioniste à celui de juif, ce qui permit à Prague, sur 11 condamnés à mort lors du procès Slansky, d'en pendre 8 en décembre 1952, et parmi eux le secrétaire général du parti, Rudolf Slansky, sous prétexte qu'ils étaient des sionistes bourgeois. Ils en convinrent d'ailleurs, poursuit Poliakov, d'autant plus facilement que des spécialistes formés à Moscou firent préalablement subir un lavage de cerveau à ces combattants depuis longtemps dévoués au communisme. Ils avouèrent aussi, parmi d'autres crimes, celui d'avoir porté secours à l'État juif,
à l'instigation de l'impérialisme américain. Fermez les guillemets. La mesure d'ordre sémantique, qualifiée par Léon Poliakov de géniale de simplicité, est au cœur de notre problématique de l'analyse de l'antisionisme et de la supposée distinction entre antisionisme et antisémitisme, dont il nous appartient de vérifier le caractère pertinent. La description que fait Poliakov montre bien comment cette distinction, qui continue depuis lors de susciter d'innombrables débats et affrontements idéologiques entre l'antisémitisme et l'antisionisme, repose tout entière sur un artifice ou un véritable tour de passe-passe sémantique et idéologique. Comme le rappelle le journaliste Meir Weintrater, sur ce même sujet, le déguisement des Juifs en sionistes était une constante de l'antisémitisme au sein du système communiste. Dans son livre L'aveu, adapté à l'écran par Costa Gavras, Arthur London rapportait que les interrogateurs tchèques, qui obéissaient aux consignes du KGB soviétique, notaient systématiquement les noms des Juifs figurant dans la biographie de London, en leur accolant le qualificatif sioniste. Lorsque Arthur London protesta auprès des interrogateurs en soulignant que ces Juifs n'étaient pas sionistes, mais bien des fidèles militants du Parti communiste, qui ont participé comme lui aux brigades internationales et à la résistance, les interrogateurs lui expliquèrent que dans un système socialiste, où par définition il ne peut pas y avoir d'antisémitisme, l'usage du mot juif est proscrit. Et les ordres étaient donc d'écrire sioniste. Cet épisode révélateur montre bien comment l'antisionisme, en prenant pour cible les juifs qualifiés de sionistes, est effectivement la continuation de l'antisémitisme, même s'il renferme une dimension nouvelle, dès lors qu'il ne prend plus seulement pour cible les individus et la communauté juive dans son ensemble, mais la collectivité juive prise sous son acception nationale, c'est-à-dire l'État juif. L'antisionisme vise ainsi à transformer l'État juif en juif des États, selon une expression très parlante, apparemment due à Poliakov, qu'on retrouve aussi chez Podjiniewski. Mais reprenons notre lecture de la description par Léon Poliakov du procès Slansky. Ce fut le clou du procès, mais procès-spectacle. Le dernier témoin, l'Israélien Simon Orenstein, révéla que la fondation d'Israël avait été décidée par le président Truman et ses secrétaires d'État, en présence de Ben Gurion lui-même, au cours d'une réunion conspiratrice qui avait eu lieu à Washington à la fin de l'année 1947. L'État créé dans ces conditions allait permettre de porter un coup décisif à l'Union soviétique grâce à une base militaire secrète qui serait installée à Haïfa. Connu de quelques rares initiés, ces objectifs portaient le nom de plan Morgenthau. Fermez les guillemets, cette description très saisissante du procès Slansky et de ses accusations délirantes montre bien comment l'antisionisme soviétique stalinien contient en germe les grands thèmes qu'on retrouvera plus tard dans d'autres éléments du discours et de l'idéologie antisioniste contemporain. On peut en dénombrer au moins 3. Premièrement, le thème de l'impérialisme américain, ou parfois occidental, avec lequel Israël aurait partie liée. Il en serait, soi-disant, la base avancée. Deuxièmement, le thème de la conspiration fondatrice de l'État d'Israël, qui est toujours décrit dans le discours antisioniste radical comme étant issu d'un complot, ici judéo-américain, le fameux plan Morgenthau, et précisons qu'il y a bien eu un plan Morgenthau, mais qui désignait tout autre chose, c'était le projet américain de faire payer à l'Allemagne la reconstruction de l'Europe après 1945. Troisième thème de ce discours antisioniste, celui de la volonté belliqueuse et maléfique de l'État d'Israël, qui aspirerait à détruire l'URSS
et il s'agit d'une théorie du complot dont on trouve une variante dans le discours antisioniste arabo-palestinien et musulman, dans lequel Israël a tantôt pour visée de détruire la Palestine, voire la nation arabe tout entière, ou même encore l'islam dans sa totalité, accusation qu'on retrouve notamment chez les frères musulmans et leur branche palestinienne, le Hamas. Et nous y reviendrons. Ces trois thématiques sont devenues, depuis l'époque, et même parfois avant pour certaines d'entre elles, des éléments essentiels du grand récit de ce que Pierre-André Taguieff appelle le grand récit négatif sur Israël et le sionisme. La mort de Staline en 1953 a heureusement empêché la réalisation de ces projets génocidaires envers les Juifs, sans mettre toutefois aucunement fin à l'antisionisme soviétique. Celui-ci connaîtra un sursaut de vigueur après la guerre des 6 jours, en 1967. L'antisionisme, depuis lors, se perpétue et se répand dans le monde entier par différents canaux. En Occident, à travers l'antisionisme de la gauche communiste et de ce qu'on appellera bien plus tard l'islamo-gauchisme, et dans le monde arabo-musulman, où l'antisionisme soviétique a été une des sources les plus actives de la lutte politique et idéologique contre Israël. Rappelons à cet égard un épisode très significatif et peu souvent mentionné. Le dirigeant de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas, successeur d'Arafat, avait séjourné à l'université Patrice Lumumba de Moscou dans les années 1980. C'est lors de ce séjour à Moscou que Mahmoud Abbas a rédigé sa thèse négationniste sous le titre « Les relations secrètes entre le nazisme et le mouvement sioniste », thèse dont il a récemment repris certains éléments dans un discours fameux prononcé à Ramallah le 1er mai 2018. Comme l'a écrit le politologue israélien Yochanan Manor, après avoir sans trop de difficultés rallié la plupart des pays du tiers-monde à l'antisionisme international, l'URSS et les pays arabes ont tourné leurs efforts vers les pays démocratiques du monde occidental. Nous verrons dans la suite de ce cours comment ces efforts ont été couronnés de succès, mais venons-en auparavant à l'antisionisme arabe et musulman, notamment depuis 1945. Nous allons parler successivement de l'antisionisme arabo-chrétien et de ses racines historiques, des thématiques du discours antisioniste arabe depuis 1948, et enfin de l'antisionisme dans les chartes de l'OLP et du Hamas. Une des difficultés majeures de l'appréhension de l'antisionisme arabe réside dans la multiplicité de ses sources. Une fausse idée répandue à ce sujet consiste à affirmer que l'antisémitisme dans le monde musulman serait la simple transposition de l'antisémitisme européen qui aurait été importé par différents canaux, et notamment celui des églises chrétiennes. L'historienne Battier-Or, dans ses travaux consacrés au thème de la condition des minorités juives et chrétiennes en monde musulman, a démonté cette erreur en distinguant différents champs de la judéophobie en Orient, et elle en dénombre 3. Premièrement, le domaine européen, qui est alimenté par des sources théologiques d'origine chrétienne, mais aussi par des facteurs économiques, politiques et sociaux. Donc là, il y a bien effectivement transposition de l'antisémitisme européen dans le monde arabo-musulman. Deuxièmement, le domaine christiano-oriental, où l'on retrouve les mêmes éléments transposés dans une version propre aux églises orientales, dans le contexte particulier d'une chrétienté qui est persécutée par l'islam. Et j'ajoute que c'est le paradoxe de l'antisémitisme chrétien en terre musulmane et de ses prolongements dans l'antisionisme chrétien qui constitue une espèce de retournement de la minorité chrétienne contre l'autre minorité juive, c'est-à-dire que les victimes se retournent contre d'autres victimes. Phénomène qui est caractéristique de ce que Battier appelle la dimitude. Et troisièmement,
le domaine proprement islamique de l'antisémitisme fondé sur le Coran, les hadiths, la charia, domaine dans lequel s'entrepénètrent christianophobie et judéophobie. Arrêtons-nous un instant sur le contexte de la dimitude. Celui-ci est en effet le terreau essentiel sur lequel se nourrissent ces différentes sources de l'antisionisme arabo-chrétien. Le concept de dimitude, forgé par Battiéor en tant que néologisme à partir du mot dhimmi, qui désigne le statut d'infériorité du non-musulman en terre d'islam. Ce concept vise à intégrer les différentes manifestations du statut d'infériorité des juifs et des autres minorités, à la fois juridiques, psychologiques et culturelles et politiques. Mais la dimitude, selon Battiéor, n'appartient pas seulement à l'histoire, elle appartient aussi à l'actualité la plus brûlante. Le domaine christiano-oriental, c'est-à-dire l'antisionisme des chrétiens d'Orient, est un aspect peu connu et souvent oublié des études sur le sujet. Les travaux de Battiéor mettent en lumière l'importance du rôle des églises d'Orient dans la lutte idéologique et politique contre Israël et contre le sionisme, et leurs motivations qui sont à la fois théologiques et politiques. C'est ainsi que les églises orientales ont rejeté les déclarations du Concile Vatican II en 1965, alors même que l'Église catholique faisait son aggiornamento pour établir de nouvelles relations avec les Juifs, frères aînés de l'Église. Les églises d'Orient, elles, s'en tenaient au traditionnel et séculaire enseignement du mépris, selon l'expression de l'historien Jules Isaac. Venons-en maintenant aux différentes thématiques du discours antisioniste arabe depuis 1948. Dans son ouvrage déjà cité sur l'antisionisme, Léon Poliakov fait remarquer que la langue arabe se prête particulièrement bien à l'hyperbole, ce qui explique, au moins partiellement, la virulence des slogans proférés contre l'État d'Israël depuis 1948. Ainsi, le 15 mai 1948, lorsque la coalition des armées arabes se lance dans une guerre de conquête et de djihad contre l'État juif naissant, les radios arabes annoncent que ce sera une guerre d'extermination mémorable que l'histoire relatera au même titre que des massacres des Mongols ou des croisés. Fermez les guillemets. Nous verrons dans la suite de ce cours comment la guerre d'extermination promise par les Arabes en 1948, à laquelle ils ont donné un commencement d'exécution, fut repoussée victorieusement par la modeste armée israélienne, et surtout comment le narratif arabe substitua à cet appel ouvert au génocide un narratif bien différent, celui de la Nakba, qui s'est depuis lors imposé avec le succès que l'on sait. Quelques années après la défaite de la coalition arabe et la naissance de l'État juif, le quotidien égyptien Al-Aram pouvait encore écrire, dans un registre tout à fait similaire, « Notre guerre contre les Juifs est une vieille lutte qui débuta avec Mahomet ». Cette expression « Notre guerre contre les Juifs » n'est pas anodine, c'est en effet le titre d'un livre écrit à la même époque par le théoricien des frères musulmans, Saïd Qutb, sous le titre donc original Marakutana Ma'al Yahoud, donc notre guerre contre les Juifs. Qutb, en tant qu'idéologue radical des frères musulmans, devait finir pendu par Nasser en 1966, mais ses écrits ont depuis lors continué d'être lus et diffusés jusqu'à aujourd'hui, y compris d'ailleurs par l'Arabie saoudite. Parmi les héritiers idéologiques de Saïd Qutb, citons le prédicateur musulman Tariq Ramadan, petit-fils du fondateur des frères musulmans, ou encore l'idéologue islamiste contemporain Youssouf al-Qaradawi, lui aussi proche des frères musulmans et aujourd'hui réfugié au Qatar. Qaradawi est notamment l'inspirateur et l'auteur de fatwas légitimant les attentats suicides du Hamas contre des civils israéliens, comme on l'a déjà mentionné
dans le préambule. L'année suivante, en 1956, la radio égyptienne Voix des Arabes affirmait qu'Israël rêvait d'établir son régime criminel afin de s'assurer la domination du monde. La Bible d'Israël prêche une barbarie inhumaine symbolisée par la crucifixion du Christ et la torture de ses disciples. Fermez les guillemets. On voit dans cette citation apparaître ou réapparaître un élément clé de la propagande antisioniste arabe, celui de la crucifixion, et plus généralement le recours au vocabulaire et aux thématiques anti-juives chrétiennes dans les médias et le discours arabe contre Israël. Cela n'est pas tellement étonnant si l'on se souvient que l'antisionisme reprend à son compte, en les reformulant et en les remettant au goût du jour, tous les poncifs du vieil antisémitisme. D'autres exemples plus récents sont donnés par le politologue israélien Raphaël Israeli dans une étude détaillée intitulée « L'antisémitisme travesti en antisionisme ». Ainsi, il cite des discours tenus par des membres du clergé et des intellectuels arabes chrétiens à l'époque de la deuxième intifada, 2002, qui déclarent, ouvrez les guillemets, « Notre peuple palestinien à Bethléem est mort en martyr, crucifié sur le rocher gardé par des soldats israéliens armés jusqu'aux dents, qui ne connaissent ni la compassion ni l'amour. Et plus loin, les Juifs sont ceux qui ont tué Jésus, après lui ils ont tué les chrétiens, et après eux, les musulmans. Maintenant, ils tuent de nouveau des musulmans et des chrétiens, fermez les guillemets, et on voit dans cette dernière citation la thématique propre à l'antisionisme arabo-musulman, qui est un perpétuel recommencement de l'histoire, c'est-à-dire ce qui s'est passé avec les Juifs à l'époque du Coran se passe aujourd'hui, comme si l'histoire elle-même était abolie. Ces citations illustrent un double phénomène constitutif de l'antisionisme arabe chrétien contemporain, celui de la réactualisation de thèmes anti-juifs anciens et celui de la solidarité entre chrétiens et musulmans contre les juifs, dont nous avons donné une explication en la reliant au concept de la dimitude. Un autre élément clé du discours antisioniste arabe et islamiste contemporain est celui du complot sioniste international, remettant au goût du jour la vieille antienne du complot juif international. Nous aurons l'occasion d'y revenir en abordant la thématique du complot sioniste. Et nous en venons au troisième point, l'antisionisme dans les chartes de l'OLP et du Hamas. 1964 est une date clé pour l'histoire du conflit israélo-arabe, celle de la création de l'OLP, Organisation de libération de la Palestine, donc avant 1967, qui affirme dans sa charte fondatrice, à l'article 22, « Le sionisme, je cite, est un mouvement politique organiquement lié à l'impérialisme international, opposé à tout mouvement progressiste dans le monde. Il est raciste et fanatique, par nature, agressif, expansionniste et colonial dans ses buts, et fasciste par ses méthodes. Israël, poursuit la charte de l'OLP, est l'instrument du mouvement sioniste et la base géographique de l'impérialisme mondial, fermez les guillemets. » On retrouve dans cet extrait de la charte de l'OLP certains des éléments essentiels du discours antisioniste demeurés inchangés jusqu'à nos jours. Le sionisme est ainsi lié à l'impérialisme international, variante de l'impérialisme américain qu'on avait vu dénoncer lors du procès Slansky. Le sionisme est raciste, slogan promis à un brillant avenir, notamment avec la résolution sionisme égale racisme, qui sera votée par l'Assemblée générale des Nations unies en 1975. Mais cette rhétorique, nous allons le voir, est largement similaire à celle qu'adoptera le mouvement rival de l'OLP, le Hamas, dans sa propre charte constitutive qui date, elle, de 1988. Celle-ci affirme notamment que le projet sioniste est, je cite, un projet raciste, agressif, colonial et expansionniste, article 14, et que le mouvement sioniste, qui a pu, avec l'aide des pouvoirs occidentaux, occuper la Palestine, est la forme la plus dangereuse de l'occupation colonialiste, qui a déjà disparu du reste du monde et doit disparaître
de la Palestine, article 17. Commentant ces deux documents, donc la charte de l'OLP d'un côté et la charte du Hamas de l'autre, qu'elle met en parallèle, l'historienne Battier-Or explique que l'homologie de ces textes par rapport à Israël semble indiquer une rivalité de pouvoir plutôt qu'un conflit idéologique. Et elle évoque aussi le camouflage de l'idéologie du djihad dans la phraséologie tiers-mondiste de type occidental adoptée par l'OLP. Arrêtons-nous maintenant plus longuement sur la charte du Hamas, qui représente un condensé saisissant du discours antisioniste radical, mêlant anti-judaïsme traditionnel musulman et théorie du complot moderne, inspiré des protocoles des sages de Sion. Le préambule de la charte du Hamas est constitué d'extraits du Coran et de citations de théoriciens islamistes contemporains. De prime abord, la charte du Hamas se place ainsi sur le terrain religieux, en opposant les musulmans, qualifiés par la troisième sourate du Coran de meilleure communauté, aux gens du livre, qui est la désignation traditionnelle des juifs et des chrétiens, lesquels sont pour la plupart, selon la charte du Hamas, des pervers. Où qu'ils se trouvent, poursuit la charte du Hamas, ils sont frappés d'avilissement, à moins d'un secours providentiel d'Allah ou d'un pacte conclu avec les hommes. Ce pacte désignant évidemment une trêve dans le droit musulman de la guerre. Ils ont encouru la colère d'Allah et les voilà frappés de malheur pour n'avoir pas cru aux signes d'Allah et injustement assassiné les prophètes, et aussi pour avoir désobéi et transgressé. Fin de citation. L'introduction de la charte du Hamas précise encore les idées abordées dans le préambule, et notamment l'importance cardinale de la lutte contre les Juifs, car notre combat, je cite, notre combat contre les Juifs est extrêmement étendu et sérieux, il durera jusqu'à ce que nos ennemis soient vaincus et que la victoire d'Allah soit établie. Fin de citation. En faisant ainsi du combat contre les Juifs la priorité du mouvement islamiste, la charte du Hamas s'inscrit dans la filiation idéologique et politique des frères musulmans, dont l'antisémitisme virulent est un mélange d'antijudaïsme musulman traditionnel d'une part et d'antisémitisme européen d'autre part, fondé sur la théorie de la conspiration juive. Le mouvement de la résistance islamique, poursuit l'article 7 de la charte du Hamas, est un des maillons de la chaîne du djihad contre l'invasion sioniste. Il est étroitement lié au soulèvement du martyr Izzadim al-Qassam et de ses frères combattants du djihad, les frères musulmans, en 1936. Cette chaîne du djihad se poursuit avec un autre maillon du djihad palestinien, celui du mouvement des frères musulmans dans la guerre de 1948, puis en 1968 et encore après. Fin de citation. Notons que cette conception de la chaîne du djihad, qui relie le Hamas à la guerre d'indépendance de 1948 et jusqu'à la révolte arabe de 1936, vise en fait à inscrire le mouvement dans une double filiation historique, d'un côté la filiation islamiste des frères musulmans, et de l'autre la filiation proprement palestinienne, avec l'épisode fameux d'Izzadim al-Qassam, référence centrale dans le narratif et dans l'écriture de l'histoire propre au Hamas. Et je précise que Al-Qassam, figure centrale du soulèvement arabe contre la puissance mandataire britannique dans les années 30, a donné notamment son nom aux fameuses brigades Al-Qassam du Hamas. Mais poursuivons notre lecture de la charte du Hamas. L'article 11 renferme le cœur de la conception islamiste du conflit israélo-arabe. Je cite, « Le mouvement de la résistance islamique croit que la terre de Palestine constitue un waqf, c'est-à-dire une fondation islamique, qui appartient à tous les musulmans jusqu'au jour de la résurrection. Il est donc interdit d'y renoncer, en totalité ou en partie, ou de la céder. La terre de Palestine n'appartient, poursuit la charte du Hamas, à aucun pays arabe, ni même à l'ensemble des pays arabes, ni à aucune organisation palestino-arabe, parce que la Palestine constitue une terre islamique sacrée, une terre de waqf qui appartient aux musulmans
jusqu'au jour de la résurrection. Fermez les guillemets. Cette formule répétée à 2 reprises, Waqf, qui appartient aux musulmans jusqu'au jour de la résurrection, montre bien que le combat du Hamas s'inscrit dans un horizon qu'on pourrait dire eschatologique et apocalyptique, qui n'est pas du tout celui de la politique à moyen ou long terme. Le Hamas, tout comme les autres mouvements islamistes contemporains, poursuit des objectifs politico-religieux indissociables de sa vision du monde global et qui ne peuvent faire l'objet d'aucun compromis ou temporisation, sinon dans le cadre d'une trêve selon le modèle de la trêve de Roubaïda à l'époque du prophète Mahomet. À cet égard, le Hamas ressemble aux mouvements politiques apocalyptiques occidentaux et notamment au nazisme qui aspirait lui aussi à créer un Reich de 1000 ans, selon l'expression bien connue. Dans la suite de l'article 9, la charte du Hamas cite un hadith, une parole du prophète, très connue et très souvent invoquée dans le discours islamiste contemporain, celui qu'on appelle le hadith du rocher et des arbres. Ouvrez les guillemets, le prophète, que la prière et la paix soient sur lui, a dit « Le temps ne viendra pas avant que les musulmans ne combattent les juifs et les tuent, jusqu'à ce que les juifs se cachent derrière des rochers et des arbres, et ceux-ci appelleront « Ô musulmans, il y a un juif qui se cache derrière moi, viens et tue-le. » Fermez les guillemets. Le Hamas, tel qu'il apparaît ainsi à travers l'analyse de sa charte constitutive, est donc bien un mouvement islamiste, apocalyptique, dont la vision du monde est très semblable à celle des autres mouvements islamistes contemporaines, du Hezbollah chiite jusqu'à Al-Qaïda et à l'État islamique sunnite, et le combat contre les juifs, invoqué par le Hamas, revêt à ses yeux une importance cardinale qui s'inscrit dans un antisémitisme virulent, fondé sur la théorie du complot, sur une hostilité aux juifs quasiment métaphysique et sur une vision eschatologique qui dépasse de très loin les considérations politiques et stratégiques. Ainsi, la guerre contre les juifs constitue, aux yeux du Hamas, un impératif théologique et pas seulement politique, ce qui rappelle à certains égards les conceptions hitlériennes de l'affrontement quasi métaphysique entre l'Allemagne et les Juifs. Si nous nous sommes arrêtés assez longuement sur cette analyse de la charte du Hamas, c'est parce qu'elle est trop souvent méconnue, rarement citée, et qu'elle donne un exemple frappant du discours antisioniste radical de type islamiste et de ses sources multiples. Pour terminer notre introduction à ce cours sur les mythes de l'antisionisme, nous allons caractériser brièvement l'antisionisme radical globalisé actuel. Cette expression antisionisme radical globalisé est due à l'historien Pierre-André Taguieff qui l'a défini ainsi: l'enracinement et l'expansion dans l'imaginaire du monde arabo-musulman d'un grand récit négatif sur Israël et le sionisme, qui constitue l'un des principaux obstacles à l'établissement d'une paix durable au Proche-Orient. Et ce grand récit, poursuit Taguieff, qu'on peut dire antisioniste, fonctionne comme un mythe politique contemporain. La mythologie antisioniste a une valeur instrumentale pour les ennemis de l'État juif dans leur guerre culturelle partout dans le monde, et cette mythologie s'est inscrite au cœur de la vision islamiste du monde, comme nous l'avons vu en analysant la charte du Hamas, qui tourne autour d'un projet utopique et révolutionnaire d'islamisation de la planète. Fin de citation. Et comme le fait encore observer Taguieff, l'apparition d'Internet et des réseaux sociaux a profondément modifié le paysage de la judéophobie contemporaine. L'antisionisme actuel globalisé se caractérise notamment par sa diffusion planétaire qui lui fait perdre une grande partie de ses traits nationaux. Fin de citation. Ainsi, et je conclurai par cela, l'idéologie apparue au sein de l'ex-URSS à l'époque stalinienne et dans le monde arabo-musulman
Au départ confinée à ces deux zones géographiques bien délimitées, s'est depuis lors répandue dans le tiers-monde, puis en Occident, où elle est aujourd'hui présente de manière diffuse et très large, au point de faire souvent partie de l'idéologie dominante, telle qu'elle s'exprime au sein de l'université ou dans les médias. Le paradoxe de l'antisionisme pourrait être énoncé ainsi: alors même que l'antisémitisme ancien, séculaire, a été largement discrédité au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, sa version contemporaine, l'antisionisme, n'a jamais été aussi florissante qu'aujourd'hui. Dans notre prochain cours, nous aborderons les différents thèmes au cœur de l'idéologie et du discours antisioniste, et nous commencerons par celui de la Nakba. Je vous remercie pour votre attention.